la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. L'épisode précédent, vous nous avez parlé déjà des difficultés qu'il y a entre le duc de Normandie, qui devient roi d'Angleterre, et qui est quand même vassal du roi de France. La féodalité, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est une bonne question et je vais essayer d'y répondre. Pourquoi la féodalité ? Alors, la féodalité, c'est une organisation très particulière de la société qui a dominé toute l'histoire de l'Europe pendant de longs siècles et notamment, bien entendu, au Moyen-Âge. Alors, pourquoi la féodalité ? Alors, il faut bien se rendre compte qu'après le règne du grand Charlemagne, l'Europe entre en déliquescence. C'est-à-dire qu'il y a bien des royaumes, mais ces royaumes sont faibles, c'est l'insécurité, il y a des bandes armées, etc. Bon, il y a des féodaux qui se battent entre eux, etc. Insécurité sur ce plan-là. Et de plus, il y a des invasions extérieures. C'est-à-dire que vous avez les Vikings qui arrivent de la Scandinavie, qui font des ravages dans l'ensemble du territoire de la France, par exemple, et pas seulement. Et puis venant du sud, au contraire, vous avez les Sarrasins, les Maures, qui font des ravages aussi dans une grande partie des pays méditerranéens, dont tout le sud de la France. Donc, insécurité. Et les rois ne peuvent pas protéger les populations. Alors, à ce moment-là, eh bien, la féodalité va naître d'elle-même. On ne va pas l'appeler comme ça dès le début, bien sûr. Mais les gens, ils sont nombreux, les populations rurales en particulier, mais dans les villes, les petites villes, il n'y a pas grande ville, la population craint donc le pire à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, les gens se tournent tout simplement vers ceux qui peuvent les défendre. Ceux qui peuvent les défendre, ce sont des hommes, bien sûr. À l'époque, il n'y a que les armes blanches, des hommes costauds, des hommes qui aiment combattre, qui sont capables de combattre, bon, et qui, ayant un petit peu d'argent, sont capables de recruter des hommes d'armes. Autrement dit, ces hommes-là peuvent évidemment défendre les plus faibles qui, eux, ne peuvent rien faire. Autrement dit, la féodalité, dans l'histoire, est restée, pour certaines personnes, comme une organisation contraignante, les seigneurs écrasant la population. Au départ, ce n'est pas ça. Il y a une demande de la population opprimée auprès des gens qui peuvent évidemment la défendre. Et ils se tournent naturellement vers les châtelains, en fait. Oui, alors, c'est-à-dire, au départ, ce ne sont même pas des châtelains, c'est-à-dire les gens qui ont des moyens, des hommes d'armes avec eux, bon, et qui sont des guerriers. À l'époque, les armes à feu n'existent pas, qui sont capables de faire la différence dans les combats, tout naturellement. À partir du moment où les gens se tournent vers eux, leur donnent un petit peu d'argent, etc., eh bien, ils vont devenir, comme vous dites, des châtelains, et c'est là où on va voir la naissance des petits puis des grands châteaux forts. Alors, à ce moment-là, eh bien, vous avez donc ce regroupement autour des hommes les plus puissants. Et ces hommes, tout naturellement, vont devenir les seigneurs, et ils vont exercer des responsabilités. Alors, à ce moment-là, dans toute l'Europe, vous avez un réseau relationnel qui se met en place tout naturellement, une structure très compliquée, dense et précise. C'est-à-dire qu'au niveau du principe, le principe de la féodalité, le seigneur, celui qui est reconnu comme seigneur, dans un petit secteur ou un grand, il doit protéger tous ses sujets. On l'a choisi pour ça. Bon. Mais à ce moment-là, en échange, les seigneurs ne sont pas forcément des philanthropes, les gens qu'ils protègent et qui lui sont redevables de leur vie, eh bien, doivent payer des taxes, payer des impôts, donner des terres et participer aux forces armées du seigneur. Et ce système féodal, voyez-vous, c'est un système donc qui implique tout le monde. Il y a les protégés et les protecteurs, les uns et les autres, dans le fond, ayant besoin les uns des autres. C'est tout à fait important. Alors, on ne parle pas du clergé. Alors, l'Église, j'allais en parler, mais puisque vous le dites, on peut dire dès le départ que l'Église, qui a une forte assise territoriale, matérielle, avec les abbayes, etc., l'Église est tout à fait à fond pour ce système féodal, dont elle peut évidemment un petit peu profiter. Alors, ce qui est très important, c'est que dans le système féodal, il y a le vassal et le suzerain. Le suzerain, c'est celui qui est au sommet, et le vassal, c'est évidemment celui qui dépend du suzerain. Alors, le suzerain est en droit de demander un certain nombre de choses à son vassal, qu'il soit seigneur ou pas, et le vassal doit lui obéir, c'est la règle féodale, et à ce moment-là, donc, évidemment, il y a des relations extrêmement complexes qui se tissent. Parmi les suzerains, il doit y avoir également une hiérarchie. Mais oui, alors justement, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans tous les pays, France, Angleterre, Allemagne,
la féodalité, c'est une pyramide, c'est-à-dire le suzerain absolu, c'est le roi. Et alors, en dessous, il y a les très grands seigneurs, les ducs, les comtes, puis ensuite les vicomtes, les marquis, etc. Les simples chevaliers, qui sont nobles. Bon, et alors, à ce moment-là, eh bien, tout le monde, sauf le roi est suzerain et c'est tout. Mais par exemple, les grands-ducs, des ducs, des seigneurs très puissants, ils sont à la fois les vassaux du roi auxquels ils doivent fidélité et hommage, et ils sont en même temps les suzerains de ceux qui sont en dessous. Mais localement, par exemple, un petit marquis, par exemple, qui domine une petite région, bon, il va être le suzerain des gens, des petits seigneurs qui sont là, mais en même temps, il va être le vassal du comte qui est au-dessus de lui. Vous voyez cette structure qui est effectivement complexe. Et alors, il y a des règles très précises qui sont les mêmes dans tous les pays et qu'il faut respecter. Et l'Église, alors comme je vous l'ai dit, vous le sollicitiez, l'Église soutient ce système et comme elle est puissante, c'est un gage d'efficacité. Alors, il faut dès maintenant, parce que évidemment, vous vous doutez un petit peu de ce que nous évoquerons dans les prochaines émissions, il faut évoquer, c'est très important, à propos de la féodalité, pour terminer, la place des femmes. Bon, c'est-à-dire que, d'après le droit féodal, qui est non écrit, mais qui est le même pour toute l'Europe occidentale, les femmes peuvent accéder à toutes les dignités, comme les hommes. Les femmes peuvent être souveraines, les femmes peuvent être duchesses, mais duchesses et souveraines de plein exercice, pas parce qu'elles sont femmes de roi ou femmes de duc. Bon, Aliénor d'Aquitaine, ce sera un bel exemple, on le verra. Alors, donc, les femmes accèdent à toutes les dignités comme les hommes. Mais, il faut se dépêcher de dire que la primauté masculine, elle existe quand même, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une succession, lorsque un roi, un duc, un comte, un vicomte disparaît, il a plusieurs enfants, les garçons ont automatiquement la priorité sur les filles. Et ça, c'est très important pour comprendre ce qui va se passer. C'est pas uniquement le droit d'aînesse, alors? Non, mais enfin, non, ce n'est pas, c'est-à-dire c'est le droit d'aînesse dans la mesure où naturellement on respecte l'âge, c'est-à-dire que s'il y a 3 garçons, c'est le garçon le plus vieux qui devient roi, comte ou duc, bon, mais s'il n'y a plus de garçons, c'est la fille la plus âgée, etc. Vous voyez, voilà le système. Alors, pour comprendre ce qui va se passer après, dans les siècles qui vont suivre, il faut bien avoir ça présent à l'esprit. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.